Bonjour, merci à tous ceux présents dans cette salle, à nos invités que je vais bientôt présenter. Je suis Olivier James de Lucide Nouvelle et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur le thème de l'attractivité de l'aérien. Alors, ça a été dit en début d'année par le GIFAS, c'est désormais la préoccupation numéro 1, devant même l'inflation et le manque de matières premières. Je parle bien sûr de la pénurie de main-d'œuvre, alors que le trafic aérien a retrouvé à peu près son niveau d'avant-crise et que jamais la hausse des cadences de production d'avions n'a été si forte. En tout cas, la volonté d'y parvenir, l'aviation peine à recruter. Rien qu'au niveau de la filière aéronautique, donc là, je ne parle pas aérien, on parle de recruter cette année 25 000 personnes, dont 7 000 alternants. C'est ce qui a été annoncé encore une fois par le GIFAS au mois d'avril. Un niveau élevé, comparable à peu près aux dernières années de la décennie 2010. Sauf qu'entre-temps, évidemment, le décor a changé. On parle de plus en plus de l'impact environnemental de l'aviation qui a fait prendre un petit peu de recul à un certain nombre de gens. La pandémie également a eu un certain nombre de conséquences, notamment sur le rapport au travail. Bref, la situation n'est pas simple, pour le dire très basiquement. Alors, l'aéronautique a-t-il toujours les jeunes? Faut-il renouveler les méthodes de recrutement pour les attirer? Comment les métiers et les formations sont en train d'évoluer pour répondre aux nouveaux besoins? Comment le secteur, en gros, peut-il encore faire rêver les jeunes et j'ai envie de dire les moins jeunes? Pour en débattre, aujourd'hui, un plateau assez complet. Clémentine Gallet, vous êtes présidente de Coriolis Composite, présidente du comité aéro-PME du GIFAS. Bonjour. Bonjour à tous. Également avec nous Alexandre Gentot, vous êtes DRH de l'activité avionique de Thales. Bonjour. À vos côtés, Arnaud Marfur, vous êtes président de l'ESTACA. Et juste Bonjour. À côté de moi, Christine Lin, vous êtes étudiante à l'ETS et l'UTC. On va revenir évidemment après sur ce que veulent dire tous ces acronymes pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Vous êtes stagiaire chez Pratt & Whitney et Canada et membre d'Orage, dont vous allez également nous parler tout à l'heure. Bonjour. Et enfin, et j'en aurai fini, Adrien Treille, vous êtes étudiant à l'IPSA. Bonjour. Justement, tiens, j'ai envie de me tourner vers vous directement. C'est une table ronde sur les jeunes. J'ai envie de vous donner la parole. D'abord à vous en premier. Et vous poser la question à vous, Christine. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans ce secteur? Et comment vous avez... est-ce que votre perception du secteur, là en quelques années, 2, 3, 4 années, comment elle a été modifiée? Est-ce que ça a modifié votre manière d'appréhender ce secteur? Alors, l'aéronautique, c'est un domaine qui m'intéresse depuis pas si longtemps que ça, parce que initialement, je m'étais intéressée, je voulais m'orienter vers le domaine de la pharmaceutique, mais tout ça a changé après un premier stage dans la maintenance aéronautique, donc chez Air France Industrie, et tout ça, c'était en 2019, à une époque où l'aéronautique recrutait encore beaucoup, et donc à ce moment-là, j'étais entourée par des personnes passionnées, et ils ont réussi à me transmettre leur passion. Donc à cette époque-là, ça recrutait encore beaucoup et avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, donc le changement climatique, etc., j'ai des amis qui étaient initialement passionnés par l'aéronautique qui ont décidé de changer de voie parce que pour eux, c'est pas un monde viable. Alors que moi, je pense que l'aéronautique, c'est quand même, ça reste quelque chose de viable et il faut encore des ingénieurs pour réaliser des progrès. Et j'aimerais être actrice de ce monde-là et c'est pour ça que pour moi, je compte rester dans ce domaine-là et essayer de faire évoluer les choses dans ce domaine. Vous en faites un facteur de motivation, quoi, pour résumer, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai dit que vous étiez à l'ETS, l'UTC, vous nous remettez un petit peu sur votre cursus. Alors j'ai fait l'UTC, je suis actuellement en 5e année et je suis en parallèle en double diplôme à l'ETS, École de technologie supérieure à Montréal, en génie aérospatial. Et donc dans le cadre de ce cursus, je suis en train de réaliser un stage chez Pratt & Whitney Canada, comme l'a dit Jim. Et vous êtes membre d'Orage? Membre d'Orage également. Orage en 2 mots. Orage, c'est une association qui regroupe les anciens lauréats du concours User Student Awards, qui est un concours orienté vers l'aéronautique et la défense. Et j'ai participé à ce concours-là en 2020. J'ai été lauréate et le sujet, c'était Be Green, Keep Flying, donc sur l'aviation durable. Très bien. Adrien Treille, même question. Votre perception, elle a changé. Et est-ce que ça a été le cas également pour votre entourage d'étudiants, je veux dire?
Alors moi, mon parcours, je suis passionné par l'aéronautique depuis un bon petit bout de temps maintenant. Passionné par les transports d'abord, puis dès le collège, dès le lycée, beaucoup de recherches personnelles qui m'ont mené à vraiment être passionné par ce secteur. Ça s'est développé au fur et à mesure par le passage du BIA, brevet d'initiation aéronautique. Début de ma licence de pilote privé à 14 ans, puis ensuite intégré l'IPSA maintenant. Donc je suis en 3e année, première année de cycle ingénieur à l'IPSA. Donc une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Et on se rend compte que finalement ce secteur il est toujours plus en plus stimulant ces dernières années. Vous parliez de ces dernières années. On se rend compte qu'avec tous les nouveaux challenges et l'augmentation du trafic des passagers qui est constant, on aura encore toujours besoin d'ingénieurs dans l'aéronautique et c'est quelque chose. Mais la période récente vous a fait vous poser malgré tout des questions que vous ne vous posiez pas avant, ou vous a fait infléchir des envies, vous a fait vous rediriger dans le secteur? Moi, j'ai toujours été un passionné. J'ai l'impression. Très tôt, donc c'était pour moi évident et non négociable de travailler dans ce secteur-là. Alors évidemment, on prend en compte tous les challenges du secteur récemment et c'est bien incorporé dans notre cursus d'ingénieur, mais c'est d'autant plus stimulant. Et non, je trouve qu'au contraire, les problématiques qu'il y a ces dernières années sont d'autant plus motivantes et inspirantes pour continuer. Et parmi vos camarades étudiants, il y en a beaucoup qui ont flanché, qui sont partis? Alors, l'IPSA, c'est quand même une école de passionnés, donc c'est quand même... non, on a assez peu d'étudiants, enfin, en tout cas d'étudiants qui partent pour des raisons... parce que l'aviation pollue trop ou des choses comme ça, j'en connais pas beaucoup, aucun, même pour ainsi dire. Donc, pour ces problématiques-là, directement, non, je connais pas... Arnaud Marfur, je me tourne vers vous justement. Je vous pose la même question, mais peut-être avec plus de données, plus de chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, peut-être quelques mots déjà un peu sur la façon dont nous, on voit la génération Z au sein de l'ESTACA. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques chiffres qui montrent un petit peu l'attractivité du secteur, de la filière au sein de l'école. Alors, c'est vrai que la génération Z est de plus en plus attentive à tout ce qui est impact environnemental, mais ça marche pour tout, je dirais pour tous les secteurs. Les jeunes ingénieurs, quand ils cherchent un emploi, ils regardent beaucoup les critères écologiques quand ils choisissent leurs entreprises. Mais à la limite, il y a 10, 20, 30 ans, nous, on regardait si on allait travailler dans la défense ou non. Maintenant, ils peuvent éventuellement se poser la question pour le civil. Bon, les changes ont un petit peu évolué. On voit qu'il y a quand même encore, il y a quelques pessimistes, puisqu'on voit un peu d'aérobashing, etc. Mais globalement, on voit que quand même les étudiants sont quand même très motivés. Ils sont très motivés. Alors, pour les étudiants qui sont motivés, je dirais que le fait de faire un peu plus attention à l'environnement, c'est pas la fin de l'aéro, c'est juste peut-être la fin du gâchis. Donc, quelque part, je dirais qu'ils sont peut-être plus attentifs à la façon dont ils vont rationaliser leur mode de transport, marcher, le vélo, la voiture, le train, l'avion, en fonction des distances, en fonction des usages. Mais globalement, ils sont quand même très motivés par l'aéronautique, parce que l'aéronautique, c'est, comme ils l'ont très bien dit tout à l'heure, l'aéronautique, c'est des défis. C'est des défis technologiques, c'est repousser quelque part les limites de la science. Et en fait, finalement, la décarbonation, c'est sûrement le plus gros défi de l'aéronautique. Et du coup, pour eux, c'est devenu presque un challenge. Voilà. Alors, en chiffres, est-ce que vous voulez quelques chiffres? En chiffres, à l'ESTACA, on a un peu plus de 8000 demandes sur Parcoursup par an. Ça augmente tous les ans, pour seulement 350 places à l'entrée. Donc on voit que la demande, elle est là. Ensuite, les élèves vont choisir en troisième année éventuellement l'aéronautique. L'année dernière, les diplômés, sur 415 diplômés, il y avait 41% aéro. Et les chiffres n'ont pas bougé, ont été très stables ces 5 dernières années, y compris pendant la crise du Covid. Donc on voit que la filière aéro, en tout cas à l'ESTACA, c'est encore celle qui attire le plus. Dernièrement, on a ouvert un campus à Bordeaux avec une première promotion en troisième année aéro. Et là, en pourcentage global, sur les troisièmes années, on va être à quasiment 50% d'aéro. Donc les chiffres
parlent d'eux-mêmes. On a aussi de plus en plus de pilotes. On avait 2-3 pilotes par promo. Maintenant, on est à une dizaine de pilotes par promo. Donc, globalement, moi, quand je vois les chiffres, je ne suis pas inquiet. Et quand je vois la façon dont ils me parlent de leur projet et leur niveau de motivation, je ne suis vraiment pas inquiet. Voilà. Donc, bon, les jeunes viennent toujours dans l'aéronautique. Pourtant, on parle bien de pénurie de main-d'œuvre. Voilà, c'est ce que disent tous les acteurs industriels. Alexandre Gentot, comment l'expliquer, cette situation du coup qui semble paradoxale? Oui, les jeunes viennent, mais pourtant vous avez du mal à recruter. Alors qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui a changé? Alors, vous ne m'avez pas demandé de chiffres, mais je vous en donnais quand même. Donc, on recrute 12 000 personnes dans le monde cette année, 6 000 dans l'aéronautique et 2 000 en France dans l'aéronautique. Donc forcément, quand on voit ces chiffres, on a beau avoir, je pense, toujours autant de demandes. On voit, qu'il faut aller chercher, en fait, plus qu'avant. C'est-à-dire, avant, on venait naturellement. Alors, Thales, c'est un grand groupe. On est présent un peu partout en France. Aujourd'hui, il faut aller les chercher. Je pourrais vous expliquer plus tard comment on va les chercher. Mais par exemple, quand on va beaucoup de recherche directe avec des outils connus. Et on voit que les étudiants hésitent, réfléchissent, posent plus de questions. Et donc, nos temps de recrutement s'allongent. Donc cette pénurie, j'allais dire, au-delà du fait que on arrive à pouvoir nos postes, le secteur est toujours attractif, mais à la fin, on mettait 70 jours, maintenant on met 110 jours, 120 jours. Un DRH de PME me disait récemment qu'il avait l'impression que maintenant c'est lui qui passait un entretien finalement. Il y a un peu de ça? Je confirme. Ouais. Je confirme. Et d'ailleurs, je pense que c'est la posture que nous prenons aussi, en étant conscient que les étudiants nous choisissent. Moi, j'ai 2 potentiels candidats pour venir rejoindre Thales. Je suis déjà en position pour essayer de vendre tout à l'heure. Ah oui, vous ratez aucune occasion, quoi, visiblement. D'accord. Ouais. Non, je pense très sérieusement que oui, c'est tout à fait ça. Et donc, on met en avant un certain nombre d'outils et de palettes, j'allais dire, de bonnes raisons. De la même manière que pour les salariés qui sont dans la boîte, aujourd'hui, on veut tous les jours leur donner des bonnes raisons de rester. Et pourtant, vous êtes Thales, il y a quand même une marque, quoi, comme un Airbus, comme un Safran. Vous êtes en compétition, toujours maintenant, même si ça va moins bien du côté de la tech, avec les GAFAM, dont on parlait un petit peu à une époque, pour Thales d'ailleurs en particulier. Alors, on vient de sortir numéro 2 d'un classement Universum juste devant Google, donc voilà, on est assez fiers. Mais on veut absolument, même si on est Thales, on est très fiers de ce qu'on fait, rester humble. Bon, d'abord, c'est le secteur qui gagne ensemble. Donc, effectivement, Safran et les autres boîtes, voilà, on se bat pour les mêmes talents, mais je pense qu'ensemble, il faut qu'on valorise la filière. Et après, les parcours sont aussi en fonction des choix et des rêves des étudiants. Clémentine Gallet, même question, mais pour les PME, j'imagine que le son de cloche est un peu différent. On rame un peu plus. En avril, allez, je vends la mèche, vous aviez dit, on galère à les trouver, tous ces jeunes. C'est ça, parce qu'en fait... Vous assumez le mot, on galère? Oui, mais en plus, je me tourne vers les jeunes, parce que pour eux, l'aéro, c'est Airbus, c'est Thales, c'est Safran, et les petites boîtes industrielles de nos contrées lointaines françaises, on les oublie un peu. Et c'est là qu'il y a le plus de soucis. Donc l'image de l'aéro, certes, les écoles d'ingénieurs, comme vous l'avez dit, elles sont bien remplies. Nous, on a des problèmes dans les PME, c'est plutôt au niveau technicien, parce que les écoles de formation techniciens, opérateurs machines et autres, c'est là où on a une pénurie de candidats. C'est-à-dire que les écoles ne sont pas remplies, donc à la sortie, il n'y a pas assez de candidats pour rentrer dans les entreprises. Il y a une distinction très claire, c'est ça, entre, pour caricaturer, le monde des ingénieurs, là on forme assez en France, et pour les diplômes... les bac plus 2, 3, et c'est là que ça coince vraiment. Et nous, aujourd'hui, dans les PME, le problème, c'est de faire tourner des machines, c'est de peindre, de souder, de faire des traitements de surface, et là on trouve personne. Et ça se passe bien en amont parce que quelque part on a été pénalisé par l'image de l'industrie depuis quelques années. On essaie de la redorer aujourd'hui, mais on part avec un sacré boulet puisque l'industrie a une très très mauvaise image, et notamment l'entreprise industrielle du coin qui a potentiellement fait des licenciements, enfin tout l'historique de l'industrie en France, on en paye vraiment les conséquences aujourd'hui. Et sur le terrain, ça se traduit par quoi? En avril dernier, encore une fois, lors de la conférence de presse du GIFAS, vous me citiez un industriel, bon, pas forcément nécessaire de le citer aujourd'hui, mais qui allait donner des tracts aux caissières du supermarché d'en face pour motiver les mamans
pour qu'elle le passe ensuite aux enfants. C'est vrai, Exactement, comme anecdote, c'est bien ça qui s'est passé. Il était vraiment dans la galère complète. Ouais. Il s'est dit, bon attends, de toute façon, on sait que les chômeurs, c'est entre 20 et 25 ans, il y en a quand même un paquet, donc ils doivent tous être à la maison dans le canapé. S'il y en a une qui aime pas ça, c'est la maman. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait pour ramener à manger à son garçon qui est dans le canapé? Elle est caissière en général. Donc ils sont allés faire les supermarchés du coin avec des tracts, alors que nous, on fait les réseaux sociaux, les machins, les trucs super compliqués. Lui, il a imprimé des tracts, il est parti... il a envoyé une bande dans les supermarchés et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et bon, ça remplit pas ses ateliers, mais ça a couvert quelques besoins et je trouve que l'histoire est assez rigolote parce que Il y a des usines. parce que c'est des enfants qui disent à leur mère non maman, je trouve pas de boulot, je galère, je préfère rester à la maison. Il y a des usines de petites entreprises qui sont presque en sous-régime à cause de ça. Ouais, elles sont en sous-régime et ce qui est vraiment triste, c'est que finalement cette image qui nous colle à la peau, elle n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, une usine, c'est pas du tout l'usine d'il y a une dizaine, même une quinzaine d'années. On est en pleine transformation et au même titre que l'aéro se transforme, l'industrie se transforme aussi. C'est-à-dire que tu n'as plus du tout les mêmes métiers, les conditions de travail sont plus les mêmes et on pâtit d'une image qui est complètement d'épinal, quoi. Justement, sur cette image, je me tourne de nouveau vers vous, Christine et Adrien. Dites-moi qui veut prendre la parole. Est-ce que vous estimez, vous, de votre point de vue, que le secteur donne à voir une image séduisante? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que la filière, soit chaque entreprise, soit même carrément au niveau du GIFAS, se montre de manière plus sexy? Alors, l'aéronautique, c'est un domaine à la pointe de la technologie, donc je pensais que ça attire facilement des jeunes. Mais comme je l'ai dit précédemment, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et beaucoup de jeunes préfèrent ne pas aller vers ce domaine-là parce que pour eux, il n'y a pas de solution, que l'aviation, c'est pas viable, qu'il faut arrêter de prendre l'avion, etc. Donc pour moi, il faudrait démystifier tout ça via des vidéos promotionnelles de la part des entreprises qui essaient de montrer les différentes actions qu'ils entreprennent. Il y a un youtubeur qui s'appelle Hugo Décrypte. Lui, il fait des vidéos d'information. Et nous, on pourrait faire la même chose pour l'aéronautique et démystifier tout ça. Donc, ça manque. On reste dans une façon de parler encore trop classique, trop conventionnelle, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et on laisse la part belle à ceux qui détruisent l'aviation. Ils parlent beaucoup plus que ceux qui cherchent à la reconstruire. Donc, même au sein des écoles d'ingénieurs, il y a des groupes qui se sont formés pour détruire, pour faire de l'aviation bashing. Donc, on est quand même. Mais comment faire pour contrer ça alors? Comment faire? Il faut être factuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui détruit l'aviation, c'est un peu des chimères. Ça marchera jamais, on peut pas décarboner, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est le principe de l'ingénieur, c'est impossible. Bien sûr, on va essayer. Sandrine Rousseau, ce matin d'ailleurs, je crois, a réagi en disant ça. Ah bon? Oui. D'accord. Et donc voilà, dire que c'est pas possible, c'est pas entendable. Enfin, moi, je suis typiquement avec mon entreprise, tout le monde m'a dit que c'était impossible. 20 ans après, on est parfaitement viable et on a fait tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc, il faut y aller en bon ingénieur. On n'est pas là pour croire, on n'est pas là pour entendre des dogmes, mais on est là pour travailler et pour faire avancer. Mais la communication derrière, je suis complètement d'accord. Mais cette communication-là, concrètement, comment on fait? Est-ce que, je sais pas, chez un Thales, on a plus les moyens de faire ces vidéos? Des influenceurs? D'utiliser des influenceurs. Comment on fait? Nos influenceurs, les premiers influenceurs, c'est nos salariés. Donc, on a développé, on va dire, de manière assez importante les témoignages des salariés. Donc à la fois sur leur expérience, sur les réseaux. Ensuite, le contact individualisé, la difficulté, c'est qu'on a beau recruter 2000 personnes. En fait, je pense que ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on recrute un individu, et surtout quand il y a une grosse boîte, il y a des fois quelques inconvénients. La perception peut être de dire, je vais être un parmi 2000. Voilà. Or, on va avoir un contact individualisé. Par exemple, ce qu'on a fait... Alors, c'était pas au supermarché, mais on a privatisé 5 salles de cinéma pour la sortie de Top Gun Maverick. Et on a invité à chaque fois 300 étudiants. Avec du lourd, quoi. Voilà. Oui, alors voilà, on peut aimer Top Gun ou pas. Voilà. Et derrière, pour créer ce contact. Ou alors, lors d'une journée porte ouverte, on a fait venir un hélico et avec la possibilité de monter dans l'hélico pour voir les systèmes avioniques, puisque les gens voient plutôt ce qu'il y a autour. C'est très individualisé. Alors ça, pour les PME, c'est quand même plus compliqué à mettre en place, je pense. Je les vois bien, ouais. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de la privatisation de Top Gun. Voilà. Mais c'est pour dire effectivement que je pense que ce qui est aujourd'hui la nouvelle méthode, c'est vraiment cette individualisation et d'arriver à comprendre la problématique et ce que chacun cherche, alors qu'on recrute en masse.
Ouais. D'accord. Et donc, comment on développe ça et donc, avec tous les outils, mais aussi le contact direct. Adrien Treille, quand même, vous aussi, cette question, comment vous percevez l'image du secteur? Est-ce que vous le trouvez ringard ou est-ce que non, il y a des efforts qui ont été faits? Non, on remarque quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et je discutais, puisqu'on parle d'influenceurs, j'ai beaucoup discuté l'autre jour avec Elodie Bruno, Passion Aéro, que vous connaissez peut-être, qui elle me disait, elle visite énormément de boîtes, de constructeurs, de compagnies et de groupes, etc. Et elle me disait, il y en a quand même beaucoup qui font l'effort, quand je viens les voir pour les interviews, de rendre le truc hyper attractif, hyper vivant, et d'autres qui ne le font pas encore et qui ne le font pas encore totalement, sans rien citer, mais en disant, voilà, on a juste une interview où on se pose devant l'avion, on parle pendant un quart d'heure, et bon, moi-même, ça ne me donne pas envie d'aller les rejoindre, quoi. Donc en effet, il y a des efforts qui sont faits, c'est sûr, mais visiblement, il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas, et en effet, c'est hyper paradoxal, parce qu'on se rend compte que, c'est le cas visiblement à l'Estaca, mais c'est le cas aussi à l'IPSA, des demandes qui font qu'augmenter, que ce soit et dans les filières ingénieurs et dans les filières en Bac+3, en bachelor, et en effet, pourtant, toujours ces pénuries qui subsistent, et c'est assez paradoxal, c'est vrai. Arnaud Marfur, j'imagine que oui, mais on modifie déjà le contenu des formations pour prendre en compte ces demandes, ces besoins. Je pense évidemment plutôt à tout ce qui est impact environnemental. Ça se traduit comment, concrètement? Alors, bien sûr, on modifie le contenu. Juste dire peut-être un mot sur les volumes. Nous, en fait, on augmente les volumes d'ingénieurs. Là, on a 2400 élèves. On va passer à près de 4000 d'ici la fin de la décennie. Donc, on augmente, mais on ne peut pas augmenter non plus de façon trop rapide. On est obligé d'augmenter de façon incrémentale. Donc ça, il y a aussi une question de volume, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Et sinon, oui, évidemment, on fait évoluer le contenu des formations. Donc pour ça, en fait, on est très en lien, on a des liens très rapprochés avec les industriels. On a beaucoup de partenariats avec les différents industriels, notamment dans l'aéronautique, dans les autres filières aussi. Et en fait, ces liens après se déclinent à tous les niveaux. Au niveau du directoire de l'Estaca, les membres du directoire sont responsables chacun d'une filière. Il y a aussi des responsables filières au sein de l'école. Et puis on a aussi 50% des professeurs qui viennent du milieu professionnel. Et on a aussi 25% des professeurs qui sont des enseignants-chercheurs. Donc ça permet de bien créer le lien aussi entre la formation et les évolutions du besoin. On fait évoluer évidemment la formation, à la fois sur les contenus, en rajoutant des cours sur les nouvelles énergies, les nouvelles motorisations, prise en compte des effets sur l'environnement, etc. Et aussi sur les méthodes pédagogiques aussi, parce que, comme vous l'avez dit, les jeunes générations sont peut-être plus exigeants, ils veulent peut-être des choses un petit peu plus sur mesure. Donc en termes de méthodes pédagogiques, de plus en plus, on essaie d'individualiser un peu les parcours. Et comment on y parvient, ça? Alors, en fait, l'idée, c'est de travailler ce qu'on appelle en bloc de compétences, en fait. C'est-à-dire que si un étudiant fait un projet, ça va compter par exemple pour une compétence. En fait, c'est-à-dire que la formation, c'est plus simplement des cours magistraux. Il y a des cours, il y a des projets associatifs, il y a des projets industriels, il y a des conférences, etc. Ils peuvent avoir des blocs de compétences en fonction de ce qu'ils font dans l'année. Voilà. Okay. Question très ouverte, peut-être plus pour Clémentine Gallet ou Alexandre Gentot. On entend une petite musique, alors je me méfie toujours, ça fait un peu discours, pardonnez-moi d'être un peu familier, discours de vieux con, mais pour avoir eu pas mal de dirigeants d'entreprises ces derniers mois, on me dit, bah oui, mais ce qui est difficile aussi, c'est de convaincre maintenant les jeunes de venir dans l'industrie. Alors c'est quand même un vieux sujet, venir dans l'industrie, mais qu'apparemment ça se serait accentué en raison de la pandémie. Oui, les jeunes ne veulent plus venir à l'usine à 5h du mat, ils veulent tous faire du télétravail, sauf que pour certains postes, le télétravail, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un vrai changement dans la perception des jeunes dans l'industrie. Vous le confirmez ou pas? Il y a un peu de vrai ou il y a un peu de discours de vieux con? Je ne me permettrai pas. Changement par rapport à avant la pandémie. Alors moi, pour ce qui est de ma paroisse, donc nous on est 120 salariés, majoritairement des ingénieurs, mais on a quand même un paquet de techniciens, une trentaine de techniciens. J'ai pas senti de changement parce qu'on est en Bretagne, parce qu'on aime bien se retrouver à midi. Il y a des clubs de surf, des clubs de ceci, de cela qui se sont montés dans l'entreprise, donc tout le monde a du plaisir à se retrouver.
même s'il y a eu en plus des nouvelles vagues d'embauche une forte proportion de jeunes, les jeunes qui sont rentrés aujourd'hui se reconnaissent mieux dans une présence physique au bureau que rester à la maison. Ça, j'en suis convaincue. Et encore une fois, ils adhèrent à tous les clubs, ils essaient de rencontrer des gens. Aussi parce qu'on est à Lorient, parce que quand tu arrives à Lorient, tu es un petit peu seul. Donc tu as intérêt à te raccorder avec tes collègues de travail d'abord, et puis après tu chercheras des copains. Donc voilà, moi personnellement, je le ressens pas. C'est plus dans les grosses agglomérations, je pense que là la question se pose, parce que la qualité de vie, c'est quand même compliqué. T'es pas dehors, t'as envie de prendre l'air, c'est pas la même chose que quand t'étais en télétravail dans les années 2020 où t'étais dans le sud-ouest ou je sais pas où, dans ta pelouse, à faire ton job sur ton ordinateur, quoi. C'est peut-être là où ça a plus coincé. Alexandre Gentôt. Oui, alors sur l'environnement de travail et sur les évolutions, il est clair qu'aujourd'hui qu'il y a en même temps la demande de collectif, c'est-à-dire quand je suis jeune, je veux apprendre, je veux profiter de l'expertise des autres, je veux du travail en commun, je veux participer à des hackathons, voilà, et en même temps travailler le vendredi à la maison, ça présente un certain nombre d'avantages. Pouvoir éviter le transport quand on habite à 1 heure, ça présente un certain nombre d'avantages. Pouvoir récupérer un colis. Et donc, il y a ces demandes. Dans certains postes de l'industrie, effectivement, c'est un inconvénient. Ou dans certains postes, par exemple, de développement dans la défense, pour des raisons que vous comprenez, ce n'est pas possible. Nous, on essaye effectivement de comprendre et, encore une fois, d'individualiser, quoi. Voilà. Mais la tendance générale, c'est la demande de plus en plus d'avoir ce mode hybride, et la perception, j'allais dire, et pas forcément pour des grandes boîtes comme Thales ou d'autres grands groupes, de dire qu'il y a cette flexibilité-là. Voilà, donc c'est un enjeu de communiquer, de convaincre qu'on peut être flexible tout en étant une grande boîte. Vous voulez intervenir, Arnaud ? Peut-être juste rajouter un petit mot, pas vu de l'entreprise, mais vu de l'école. C'est intéressant parce que finalement, même dans les écoles, maintenant, les étudiants, ils recherchent un bien-être, une expérience, une qualité de vie, etc. Et d'ailleurs, on voit des labels tels que Happy at School. J'ai vu qu'il y avait aussi Happy at Work, en fait, qui commencent à apparaître et sur lesquels les étudiants se réfèrent. Donc, en fait, ce que vous voyez dans l'entreprise, en fait, finalement, à l'école aussi, ils recherchent la qualité de vie étudiante, le bien-être. Et qu'on les écoute et qu'on considère leurs besoins. Le tout, c'est de les écouter. Après, tu trouves des adaptations. Moi, je pousse vraiment à ouvrir les territoires français. Enfin, tous les jobs, aujourd'hui, les 25 000 jobs, ils sont quand même beaucoup dans les provinces de France. Et encore une fois, tu as une qualité de vie, tu as un coût de la vie qui n'est pas le même, un stress qui n'est pas le même parce que tu n'as pas tes heures de transport. C'est complètement dingue qu'on n'arrive pas à recruter, quoi. Et... Christine Lin, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit l'expression sur mesure, exactement utilisée par Alexandre Gentôt. C'est ça, pour vous, qui doit être proposé par les entreprises ? Oui, je pense parce que si l'entreprise veut recruter et que la personne en face a des envies de télétravail, il faudrait écouter la personne, parce que certaines personnes travaillent sans doute mieux en télétravail, d'autres moins. Donc si jamais la personne demande à avoir du télétravail, ce serait bien de lui accorder, parce qu'il a forcément ses raisons, et s'il travaille mieux, autant qu'il travaille un peu chez lui. Sur le sur-mesure, Adrien Trey, il y a le télétravail, il y a peut-être, je ne sais pas, aussi d'autres nécessités de rendre plus flexible le travail ? Ouais, c'est évident. Maintenant, moi, je fais partie de cette génération qui a quand même fait la fin de sa terminale et la première année d'école d'ingénieur quasiment totalement à distance. Alors, malgré le fait que ça a été super bien organisé, je suis pas sûr qu'on en garde tous un excellent souvenir. Alors oui, les premières semaines, on pouvait se dire on n'est pas en cours, on est dans son dans sa chambre, c'est sympa. Mais au bout de plusieurs mois d'affilée et après plusieurs sessions de confinement et de travail et de télétravail et de cours et magistraux et TD à distance, je pense que le souvenir global, enfin en tout cas le mien, et je pense que c'est partagé par pas mal d'étudiants, le souvenir est particulièrement compliqué. Alors je pense qu'en effet il y a une partie dans les entreprises, après dans le travail, il faut que ce soit hybride, j'imagine, mais du télétravail complet et permanent, moi je vois pas ça, c'est impossible. Alexandre Gentôt, comment on met en musique cette flexibilité-là ? Parce que d'abord, il faut avoir les doléances, entre guillemets, des salariés, puis après, il faut réussir ce sur-mesure, à le mettre en œuvre. Vous essayez, vous, chez Thales, d'aller vers ça ? Alors, on apprend en marchant. Typiquement, je vais vous prendre un exemple qui est, on travaille de plus en plus sur comment est-ce qu'on apprend tous les jours, puisqu'il y a une demande, et pas que chez nos jeunes,
de se développer et de grandir. Et donc, ce qu'on a mis en œuvre, par exemple, c'est on a mis en œuvre des moments de formation ensemble et en mettant en place un système qui est de dire, par exemple, le mercredi après-midi, il n'y a pas de réunion de projet, il n'y a pas de réunion d'équipe, il n'y a pas de réunion interne. Alors bien sûr, le client, il faut toujours le servir. Et de telle manière que les étudiants peuvent, j'allais dire, quand on leur parle de rentrer chez Thales, se projeter dans le dire, ok, c'est pas juste la fin de mon parcours, j'ai pas fait mon parcours d'ingénieur et à partir de là, je vais seulement contribuer, je vais continuer à apprendre. Cette flexibilité-là, on est en train de la tester sur 2 divisions. Est-ce qu'on va la généraliser ? Je sais pas, parce que vous imaginez les coûts derrière, donc ça veut dire qu'il y a aussi une question de quel est le retour sur investissement, mais c'est le type de flexibilité ou de réflexion qu'on a pour un peu challenger le statu quo aussi. Et pour être très concret, vous me disiez tout à l'heure qu'une de vos salariés voulait pouvoir être disponible le mercredi à 18h30 pour emmener sa fille au tennis, c'est ça Oui. Ça va jusque-là, quoi. Pourtant, Alors, je vous grosse boîte, partager mon expérience personnelle, effectivement, qui est de dire que dans les 15 jours qui viennent, mes 10 collaborateurs directs et dont 8 femmes, j'ai un rendez-vous avec eux pour faire le point sur notre mode de fonctionnement et notamment la question principale, c'est dans l'organisation et l'organisation de l'équipe, qu'est-ce qui vous a été, qu'est-ce qui vous n'a pas été et notamment, je vais vous citer cet exemple de la personne qui à 6h30 le mercredi emmène sa fille jouer au tennis. Okay, comment est-ce que moi je prends ça en compte ? Si je ne le sais pas, je peux... J'allais dire planifier un peu. Lui mettre une réunion à 19h. Si je sais, voilà, par exemple. Là, les femmes, elles adorent ça. Ce qui peut arriver, voilà. Si je le sais, au moins je peux adapter. Et c'est la même chose. Moi, quand je pourrais vous détailler, mais on n'aura pas le temps, de ce que je fais quand je télétravaille à la maison. Voilà. J'ai un certain nombre aussi d'activités que j'apprécie et qui font que j'apprécie cela. On a parlé depuis le début de cette table ronde de recruter, mais l'enjeu, c'est aussi de les garder, les salariés. Donc c'est quand même l'enjeu. C'est plus difficile à mettre en œuvre dans les PME, ce type de flexibilité, ou ça se fait tout aussi bien, Clémentine ? Non, c'est quand même vachement adapté. Enfin, avec la période qu'on a vécue où c'était le gros crash, après on s'est dit, tout est possible. Et c'est vrai qu'avant, on était quand même beaucoup plus réticents au home office, les gens qui voulaient prendre une journée par semaine. Après 2020, on est tous passés à de toute façon, c'est pas grave. On a tous réussi à bosser. La boîte s'est pas arrêtée en 2020, bien que personne n'était là. Donc, on a tous quand même augmenté notre flexibilité par rapport à ça, sans pour autant se faire embarquer dans des trucs délirants, parce que, hormis certains métiers, faut quand même se dire que, nous, on a une grosse équipe digitale pour le développement de toutes nos activités logicielles et robots. Et alors là, ceux-là, par contre, il n'y a pas moyen. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que de toute façon, ils sont faits comme ça, ils travaillent super bien. Et il y en a un, là, j'en ai un qui est parti à Annecy. On a dit, de toute façon, voilà, il est à Annecy, il fera le même boulot. T'en es même à les délocaliser et à te dire que de toute façon, le job sera fait. Alors après, il y a cette période d'incubation, il faut qu'ils restent chez nous, mais une fois qu'ils ont compris, tu les fais revenir de temps en temps, mais c'est des jobs où de toute façon, c'est pas possible de leur proposer autre chose et on s'adapte. Et on s'est quand même adapté d'un point de vue mindset de l'entreprise depuis le Covid. Avant, c'était beaucoup moins ça. Moi, avant, j'étais adverse à fond. Je disais, attendez, ça va, et c'est bon, c'est pour le télétravail le mercredi, je vous vois venir les filles. Je sais ce que c'est. Et moi-même, qui ai 4 enfants et qui suis concernée par la garde du mercredi, mais bon, voilà, on en est revenu. Et au-delà de la flexibilité, comment on fait pour offrir, même dans une PME qui a moins de moyens qu'un grand groupe, des petits extras, des associations sportives. On me parlait l'année dernière d'une PME qui a fait des efforts, ça paraît un peu bête, mais de mobilier, genre mettre un baby-foot, des sièges un peu sympas, faire un truc. J'en ai visité une avec une salle de sieste. Ça, c'est fort, ça. Voilà. On consacre une pièce complète qui est l'équivalent d'une salle de réunion de 20 personnes pour faire la sieste. On veut bien le nom, du coup. C'est vrai ? Ils sont du côté de Toulouse, je vous laisse trouver. Il y en a quelques-uns. Mais très très fort, dans le spatial. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont dans le spatial, je crois. Le message la tête dans les étoiles, il faut y aller régulièrement. C'est vers ça qu'il faut aller. Oui, c'est ça. Puis tout le monde trouve son petit chemin en fonction de où est-ce que tu te trouves géographiquement, en fonction de l'appétence de tes salariés. Tu peux avoir des clubs de cuisine, d'onologie si tu es en Bourgogne, de je sais pas quoi. Moi, j'ai le surf à Lorient et la voile. Et chacun trouve son organisation et ça coûte pas les yeux de la tête. Et de toute façon, on a tous des comités d'entreprise qui sont mis en place à partir d'un certain nombre de salariés qui t'obligent à écouter les besoins des uns et des autres et des collectifs qui se montent.
c'est le cas de toutes de toutes les communautés, en fait. Tu vois, une entreprise, c'est finalement une communauté qui s'organise et qui cherche à se faire plaisir, quoi. Alors une question qu'on ne peut pas éviter, que l'un d'entre vous m'a soufflé juste avant cette table ronde, c'est la question des salaires. Évidemment, on ne l'a pas évoqué. Est-ce que là aussi, il y a des efforts à faire? Comment on sait qu'on paie suffisamment bien? Comment on se benchmark? Est-ce qu'il y a des efforts à faire dans l'aéronautique? Qui veut répondre? Alors moi, je sais quand les PME se font piquer des salariés par les grands groupes à coup de... Je rallonge, voilà. Et c'est à 2 digits, hein, on n'est pas sur des petits montants de... Ah oui, à ce point-là. Oui. On voit partir des salariés avec des salaires bien supérieurs. Tourné vers Alexandre Gentot, visiblement. Non, pas spécialement. Thalès, c'est exemplaire. Mais bien mal à l'aise. C'est les autres. Non, je rigole. Donc, après, je vais vous passer la parole parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre là-dessus. Mais d'abord, d'une part, bien sûr, comme tout groupe, on regarde à rester compétitif puisque l'attractivité, ça comprend aussi d'être compétitif par rapport au salaire. Donc, on surveille ça et quand le marché évolue, on fait évoluer nos rémunérations. Donc, ça, bien sûr. Je vais pas vous détailler que quand les gens nous rejoignent, en fait, et bien sûr, on parle bien sûr de salaire, mais on parle de beaucoup d'autres choses parce que on parle de développement de carrière, de mode de travail, comme on l'a. Il se trouve que j'étais avec 120 talents de Thalès donc les 2 derniers jours. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de comment Thalès prend en compte la maternité, comment aussi on travaille dans un monde interculturel et avec des équipes d'ingénieurs étendues. En 24 heures, il y a une personne qui m'a parlé salaire. Et effectivement, il était très mécontent. D'accord. Vous, sur les salaires, Adrien, Christine, vous serez bientôt confrontés à devoir réfléchir à ça. C'est quelque chose qui vous pose déjà question pour l'aéronautique ou non, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose? Personnellement, j'essaie quand même de voir un peu le salaire qu'on a à la sortie des écoles parce que c'est quand même important si on a des projets plus tard. Donc c'est quelque chose que je regarde, oui. Et on vous en parle à l'école ou pas? Oui, en fait, dans notre école, on a des enquêtes et les anciens étudiants, ils donnent leur salaire. C'est les anciens étudiants, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas une spécialité. Combien vous avez Cette question anime déjà les étudiants? Cette question des salaires? Ah bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Il y a des chiffres, il y a des chiffres qui circulent tous les ans. C'est quoi ces chiffres? Ils viennent d'où? Ils sont donnés par qui? C'est une enquête faite par la CGA. Ouais. D'accord. Très bien. Il y a une autre question qu'on ne pouvait pas éviter, c'est celle de la trop faible féminisation du secteur aéronautique. Je crois qu'on en est à 27%, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Ça augmente. Et ça augmente, c'est pourtant pas beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on évoque ce sujet, tout le monde est d'accord sur le constat, mais pas grand monde ne sait finalement comment s'en dépêtrer pour l'augmenter, ce chiffre. Qui veut répondre à cette question? Comment attirer davantage les filles dans le secteur? Je poserais bien la question aux jeunes, là, parce que on a une fille. Oui, alors pour moi, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est donc les entreprises, par exemple. Je sais que chez Pratt & Whitney Canada, on a un comité de Women's Leadership, et nous, le rôle, c'est justement d'aller intervenir dans les écoles et montrer des parcours inspirants pour que les personnes se disent, et notamment les filles se disent, ah, ce parcours est intéressant, j'aimerais faire la même chose. Donc ça, c'est une première idée, intervenir dans des écoles. Et donc au sein de l'ETS, on a aussi une association qui s'appelle les Ingénieuses, qui a pour objectif de promouvoir l'ingénierie auprès des jeunes filles. Et nous, ce qu'on fait, c'est on essaie d'organiser des activités dans des lieux. Par exemple, on a visité le site de maintenance de Air Canada. Donc c'est un milieu très masculinisé. Et donc en montrant à ces jeunes personnes que les femmes peuvent faire la même chose, ça peut être intéressant parce que elles ne se posent pas forcément la question de « Ah, pourquoi pas ce métier ?» parce qu'on ne leur présente pas. C'est pour ça qu'on a très peu de femmes dans ce milieu-là. Et quand est-ce qu'elles se posent la question? Au lycée, je pense. Nous, c'est au lycée. Moi, j'ai peur que ce soit avant. Ah oui? Allez-y, Alexandre Gentot. Donc, Thalès, je pense que vous avez décrit assez bien le contexte. Hein, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, on a un engagement réel, et quand on regarde les chiffres, ça bouge de manière relativement limitée. Alors, on a des actions régulières. Là, je vous donne un scoop. La semaine prochaine, Thalès adhère à Féminisons l'aéronautique dans le cadre du Salon du Bourget. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir les vidéos des jeunes qui participent au concours.
Je crois que c'est au collège. Voilà, et donc, moi, je pense effectivement que c'est même plus tôt que le lycée. Je pense que c'est au collège qu'il faut intervenir. Je pense que l'ensemble des acteurs, on doit faire découvrir, essayer d'amener effectivement plus de jeunes étudiants dans l'ingénierie et puis dans les métiers de l'aéronautique. Et donc, concrètement, qui doit le faire? Alors, c'est chaque entreprise, c'est le GIFAS qui doit faire un effort supplémentaire? Alors, nous, Thales, on le fait et on va le faire de plus en plus. On pense qu'on a une responsabilité et aussi on a un intérêt à le faire, donc à encourager encore plus nos salariés à participer, à faire du mentoring. Alors, il y a déjà beaucoup d'initiatives, et y compris d'initiatives locales, dans les différentes régions où on est. Mais je pense qu'effectivement, après, toutes les initiatives sont bienvenues. Et quand Féminisons l'aéronautique a été lancé par Air Emploi, je pense que voilà, c'est aussi des démarches qui soutiennent. Clémentine Gallet, non, je pensais que vous vouliez intervenir. Non, pardon. Arnaud Marfur, sur cette question de la féminisation, vous êtes aux avant-postes, là, parmi les interlocuteurs qui sont ici, vous êtes aux avant-postes de cette féminisation. Oui, nous on est en amont. Nous, dans les écoles d'ingénieurs, c'est 20%. Donc c'est encore en dessous. En dessous des 27. C'est clairement un axe de travail à l'école, comme dans les entreprises, de féminiser. Alors, pour moi, déjà, c'est passé un petit peu par l'exemple, si je puis dire. Parce que moi, depuis que je suis président de l'Estaca, au directoire, il y a 2 femmes et 2 hommes. Et puis, au comité de direction, autour du directeur général, il y a 4 femmes et 4 hommes. Donc je pense que ça, c'est important, déjà, de montrer l'exemple en tant qu'école-entreprise, si je puis dire. Après, oui, je suis d'accord, c'est des actions de sensibilisation très en amont. Et c'est ça, pour nous, c'est ça, c'est lycée et collège. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des actions de sensibilisation avec des associations, comme Femmes Ingénieurs, par exemple, dans lequel on met en avant aussi des étudiantes qui viennent parler de leur parcours, de leur choix, comme vous l'avez fait, etc., pour sensibiliser en amont. C'est vrai qu'on a du mal à augmenter les pourcentages. La réforme du baccalauréat en 2020 ne nous a pas aidés, parce que nous, en majorité, on prend des maths physiques. Donc, ça ne nous a pas aidés parce que les jeunes filles n'ont pas forcément beaucoup choisi les maths. Mais bon, c'est un axe de travail. On s'y attelle pour faire bouger les lignes. Aussi, on met en avant aussi des femmes qui ont eu des grandes carrières dans l'aéronautique. Il y a des femmes pilotes de chasse, il y a des femmes astronautes. Et on a vu Claudie Agnoret. Il y a des femmes CEO. On en a une ici autour de la table. Donc, il y a des femmes qui ont des très hauts postes dans des très grosses industries aéronautiques. Donc voilà, c'est aussi l'exemple. Clémentine Gallet, je crois qu'il y a un effort particulier du GIFAS d'ailleurs pour le Bourget cette année vis-à-vis des étudiants. Exactement, donc il y a pas mal d'actions qui vont être menées la semaine prochaine et surtout un grand événement sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, c'est le lancement de la campagne Aéro Recrute. Alors Aéro Recrute existe déjà depuis l'année dernière, mais on a... Un mot peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme. Ouais, c'est une plateforme sur le web en fait, qui permet de connecter les demandeurs d'emploi et les jobs, donc avec tous les employeurs, toutes leurs offres d'emploi et de clic en clic, on arrive à connecter le job et le candidat. Voyant que les 25 000 embauches qu'on doit faire cette année, c'est quand même colossal. Donc on a renforcé encore cette opération avec durant le Bourget, donc une invitation à tous les étudiants, donc entrée gratuite vendredi, samedi, dimanche, à tous les demandeurs d'emploi, qui nous permet aussi le samedi d'organiser sur tous les stands, donc PME, grands groupes, des job dating. Donc on est presque arrivé à t'arrives au Bourget, tu repars avec un job. Bon, je suis pas tout à fait sûre qu'on y arrive, mais c'est un engagement. Non, on y est presque. Je dis pas qu'il y en a. À mon avis, il y en a qui vont y arriver, mais et peut-être c'est les PME qui vont y arriver parce que t'as le DRH et le patron. Enfin, t'es l'homme orchestre quand t'es patron de PME, donc tu peux signer un contrat de travail sur. Je pense pas que Safran et Thales puissent le faire. Et voilà, ce sera peut-être là où on va vous piquer des candidats d'ailleurs. Ce sera la bataille, le mercato du Bourget.
Donc voilà, c'est une grande opération, ça va être super vivant et pour attirer les jeunes, on a mis aussi en place plein d'animations. C'est pas juste des emplois et des job dating, c'est aussi des animations pour se dire que les jeunes vont vouloir venir voir ce qui se passe. Et je pense que ça va être une belle fête pendant 3 jours. Donc j'encourage tous à communiquer autour de cette thématique parce que c'est aussi l'image de l'aéro et la communication qu'on va pouvoir faire autour, parce que tout ce qui va à voir aujourd'hui cette année au Bourget est juste magnifique. C'est le début de la décarbo, on a des trucs à montrer. C'est le Paris Air Lab, enfin toutes les innovations qui ont été développées depuis le plan de relance. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et des avions révolutionnaires, parce que ça y est, on y est. Il y a des avions qui volent, qui sont quand même avec des propulsions complètement différentes de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Donc voilà, on est à fond sur le Bourget pour les jeunes. Et je maintiens que, notamment avec le lycée où tu as déjà choisi tes spécialités, si on ne va pas dans les collèges, c'est un vrai sujet. Moi, ma fille qui est en seconde, c'est parti, elle a ses spécialités. Elle ne fera pas ingénieur en terminale avec les spécialités qu'elle a choisies. Et ils sont coincés. En plus, mon fils a arrêté les maths en seconde. Merci du cadeau. Donc là, Parcoursup, 20 refus sur 30 de demandes. C'est vachement agréable. Voilà, donc c'est ces spécialités. Le lycée, c'est déjà trop tard. Faut leur mettre et le stage de 3e, pour moi, c'est définitivement l'endroit où il faut les envoyer dans les usines, quoi. Parce qu'en 3e, t'es tout curieux, tu planes, tu vois des trucs. Ils n'ont pas du tout la même sensibilité que nous. Et ça peut vraiment leur ouvrir les yeux sur des choses dont ils peuvent se passionner comme ça. Alexandre Gentot, toujours sur le thème de la diversité. Thales est l'un des rares groupes, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble avoir signé une charte LGBT, c'est ça, il y a 3-4 ans. Il y a 6 ans, il y a 4 ans, on a renouvelé l'année dernière. Pourquoi l'avoir fait? Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Alors, on ne fait pas de priorité dans le sujet des discriminations, même si effectivement l'égalité homme-femme est un sujet important. Patrice Caine, en fait, a eu l'occasion, et encore une fois, quand on parle de ce contact individualisé, de parler directement avec des salariés de ce sujet. Et il dit lui-même, en fait, que ça a contribué à faire évoluer sa manière de voir les choses, et donc à contribuer à la signature de cette charte, il y a maintenant 4 ans. On est très engagé sur toutes les diversités. On pense effectivement que non seulement c'est important pour attirer et garder nos talents, mais aussi ça contribue, c'est un facteur d'innovation, c'est un facteur de développement pour la société. Donc sur tous les domaines, et notamment sur les LGBT, on pense que voilà, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet sur lequel il faut sensibiliser, c'est un sujet sur lequel voilà, il y a des engagements à prendre, et la charte pour ça est un bon début. On a été une des sociétés, je crois qu'il n'y en a que 36% qui ont répondu à une grande enquête d'Oliver Wyman sur le sujet LGBT. Je pense que c'est une contribution à la réduction des discriminations aujourd'hui dans le monde. Très bien. On approche la fin de cette table ronde. Christine Lin, Adrien Treille, vous avez commencé cette table ronde. Ce serait peut-être une bonne idée de la conclure. Comment vous imaginez dans le secteur aéronautique dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Quel rôle voudriez-vous avoir? Alors, pendant la préparation, on avait aussi parlé de si on voulait aller dans un grand groupe ou dans une start-up. Donc, je vais répondre à ça aussi. Pour moi, les grands groupes, ça attire forcément les jeunes, je pense, parce qu'on a cette vision des choses qui est « Ah oui, c'est Airbus, etc. » Et aussi, ce qui m'attire dans les grands groupes, c'est qu'il y a cette flexibilité de changer de poste quand on s'ennuie, parce que... Comme... Il y a aussi dans les PME, je t'assure. J'espère que vous avez votre CV, parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à côté. Ouais, mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et par contre, les startups m'intéressent beaucoup aussi parce que c'est dans ces endroits-là qu'on apprend beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités et on peut avoir une vision plus globale de la chose. Donc voilà, je ne suis pas fermée aux startups, mais plus tard, je postulerai aux 2. Et ensuite... Dans tout ce qui est système propulsif, pour être très précis, vraiment. Votre domaine, c'est ça, Oui, exactement. Ah, oui. Là, je suis en stage chez Pratt & Whitney Canada. Ils font des moteurs et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et aussi parce que j'aimerais agir en faveur de l'aviation durable. Et pour moi, c'est en agissant sur le moteur principalement qu'on peut faire la transition. Voilà. Adrien Treille.
Moi, j'ai encore ce petit rêve d'enfant de me dire, voilà, mon rêve c'est de pilote de ligne, ça a toujours été le cas. Donc ça passait par un diplôme d'ingénieur aéronautique avant, parce que je pense que ça facilite grandement le fait de passer ensuite les licences de pilote professionnel. Maintenant, si le résultat est que je ne suis pas pilote de ligne, mais ingénieur en aéronautique, sera plutôt dans le côté opérationnel, donc plutôt en grand groupe ou en compagnie, ingénieur spécialisé en opération aérienne. Et pour faire quoi? Ingénieur en opération aérienne, c'est un ingénieur qui prépare tous les plans de vol, qui optimise les routes. Donc il y a aussi cet engagement au niveau de décarboner l'aviation et de rendre l'aviation plus verte en optimisant les routes empruntées par les appareils des compagnies. Également tout le suivi un ingénieur en opération aérienne, il étudie aussi toutes les consommations carburant des appareils en essayant d'optimiser voilà, tout ça. Donc c'est en tout cas vraiment dans le côté opérationnel, plutôt en compagnie ou alors en constructeur. D'accord. Mais voilà, tout vraiment dans l'opérationnel et dans le concret. À vous écouter tous les deux, on se dit qu'il y en a encore beaucoup qui sont motivés pour aller dans ce secteur aéronautique. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et je vous souhaite une bonne suite, plein de bonnes choses pour la suite de cette journée. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci.